Bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle édition de Science on tourne. Aujourd'hui, une édition consacrée à l'innovation dans le domaine pharmaceutique. Alors, je vous donne un chiffre, un seul, 4 milliards de francs. C'est le coût du développement d'un nouveau médicament depuis le choix d'une molécule jusqu'à la mise sur le marché. C'est un coût moyen, mais enfin, c'est relativement cher. Et quand on sait que la plupart de ces médicaments sont développés par des entreprises privées, on imagine bien qu'il va falloir une certaine rentabilité. Alors on va étudier un petit peu toute cette innovation dans le domaine pharmaceutique. Comment est-ce qu'on développe un médicament de A jusqu'à Z? Est-ce qu'on a le bon système économique pour le développement des médicaments ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui existeraient? On va analyser un peu toutes ces questions avec nos trois spécialistes aujourd'hui. Bertrand Ducret, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes CEO de Debiopharm International, qui est une société qui développe des médicaments dans le domaine plutôt oncologique, sur les maladies auto-immunes, et puis vous développez aussi des antibiotiques, c'est juste? Les antibiotiques, ouais, c'est récent, c'est plus récent, mais on a démarré maintenant des développements dans le domaine des antibiotiques. Olivier Michelin, vous êtes physicien et médecin, beaucoup d'années d'études derrière vous, à l'Université de Lausanne et au CHUV, et à l'Institut suisse de bioinformatique. Vous explorez plutôt la voie informatique pour développer des médicaments. On n'est pas forcé de partir d'une voie chimique, c'est ça? Oui, absolument. On essaie de développer des méthodes en amont pour faire une recherche plus exhaustive des possibilités de petites molécules thérapeutiques. Et puis au CHUV, la possibilité de les tester chez les patients aussi. D'accord, alors vous nous expliquerez tout ça dans le détail tout à l'heure. Et puis Jacques Diésy, vous êtes pharmacologue, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Vous étiez à Swissmedic aussi pendant pas mal d'années. Vous nous donnerez votre point de vue sur l'innovation dans le monde des pharma, mais avec un regard un petit peu plus historique. Oui, parce que je pense qu'un certain nombre de principes qui s'appliquent à la situation actuelle valent aussi pour notre histoire des médicaments du siècle dernier, par exemple. Alors on peut voir ça d'un peu plus près, effectivement. Alors on va commencer par débattre un peu de toutes ces questions maintenant. Et puis, comme toujours avec Science on tourne, c'est vous qui aurez la parole après, à la fin du débat, pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Mais peut-être, alors pour commencer, Bertrand Ducret, est-ce que, voilà, vous avez les mains dans le cambouis, si j'ose dire, vous vous occupez d'une société qui fabrique des médicaments, qui développe des médicaments, qui innove des biopharmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le processus, les différentes étapes de l'innovation dans le médicament? Oui, donc je parlerai du processus des biopharmes, que Debiopharm met en œuvre pour développer des médicaments, qui est un processus qu'on retrouve dans beaucoup d'autres structures. Donc, nous, en tant que Debiopharm, nous allons chercher de l'innovation là où elle existe. Et elle existe où est construite l'innovation. Elle est construite par ici, autour de ces bâtiments, autour de l'EPFL, dans des centres de recherche, dans les hautes écoles. Donc, vraiment, on va voir des gens qui produisent de la science. Et puis, on va parler avec eux, voir est-ce qu'ils ont un projet, est-ce qu'ils ont une idée, des fois une molécule, et on va conduire cette molécule en direction du marché. Donc, c'est un processus qui est extrêmement long, extrêmement coûteux, vous l'avez dit, donc extrêmement long, qui peut faire 10, 15, des fois 20 ans. Ça dépend du niveau d'avancement de la molécule qu'on prend, mais c'est un processus extrêmement long qu'on va essayer de raccourcir avec des nouvelles technologies. Et là, je suis très heureux d'entendre le professeur Michelin qui développe vraiment des nouvelles approches. Et certainement, c'est quelque chose qui va nous permettre de réduire ce temps-là. Et puis, en une molécule, on va faire passer toute une série de tests qui vont montrer son efficacité, sa sécurité, tous les tests toxicologiques. Et le professeur Diésy pourra développer aussi ce point-là tout à l'heure, avant de passer en études cliniques. En gros, dans les 3 phases d'une étude clinique, qui sont tout d'abord de montrer que le produit est bien toléré, que le produit fonctionne, il est efficace sur des patients, et puis finalement que ce produit, on peut l'utiliser sur une grande population de patients et qu'on a toutes les informations requises pour passer vers un enregistrement, pour pouvoir avoir un produit à disposition d'une très large communauté. Mais si on suit votre processus, là, finalement, qu'est-ce qui coûte très cher dans ce processus? Parce que quand même 4 milliards... Donc, plus on se rapproche de la clinique, plus ça coûte, quoi. Donc, c'est les activités en amont, les activités qui sont in silico, c'est pas des activités qui sont
très très cher par rapport aux activités. Plus on s'approche des tests, tant qu'on est sur la cellule, tant qu'on est sur un récepteur, ça coûte pas si cher. Mais dès qu'on va sur l'animal, dès qu'ensuite on passe sur l'homme en clinique avec toutes les données de sécurité qu'il faudra qu'on arrive à prouver, donc ça coûte extrêmement cher. Je veux dire, un seul patient dans une étude clinique, ça coûte plusieurs dizaines de milliers de francs, parfois plus de 100 000 francs. C'est pas lui qui les touche, hein. Et non, c'est pas lui qui les touche, c'est toute l'organisation qu'il faut pour mettre en place cette étude clinique. Et au final, des études cliniques, dans les dernières phases de validation, on doit faire des études cliniques sur parfois des milliers de patients, donc ça coûte extrêmement cher, quoi. Bon, on l'a dit, c'est relativement long, toute cette phase d'études. En moyenne, c'est combien d'années pour développer un médicament ? On compte à peu près 13 ans. 13 ans, c'est à peu près la moyenne qu'il faut pour développer un médicament. Donc 13 ans, c'est relativement long. Un brevet, c'est 20 ans à partir du moment où on a déposé une molécule. Donc il vous reste 7 ans finalement pour rentabiliser le médicament. C'est hyper court. Peu d'années pour rentabiliser le médicament et puis pour rentabiliser aussi tous les échecs qu'on aura connus en cours de développement finalement. Pour un produit qui aboutit, on compte qu'à peu près il y a 10 000 molécules qui passent à la trappe, qui passent à la poubelle. Donc c'est un domaine dans lequel on a beaucoup d'échecs. Finalement. Mais elle passe quand à la trappe ? Au début quand même. Vous vous rendez assez vite compte qu'une molécule ne va pas le faire. On va tout faire pour qu'elle passe le plus tôt possible à la trappe. Donc c'est pour ça que toutes les manips qu'on peut faire très très tôt, et là on reparlera aussi de tout ce qui peut être fait en bioinformatique, en études in silico, ça nous permet de mettre relativement peu de moyens pour pouvoir éliminer une molécule qui n'est pas prometteuse. Mais on a aussi régulièrement des molécules qui passent déjà toutes les premières étapes. Qui passent toutes les premières étapes, et puis on trouve une toxicité exceptionnelle qu'on peut voir uniquement quand on travaille sur une grande population de patients, et c'est des produits qui ne seront pas enregistrés parce qu'il y a un problème, il y a un risque quand même d'utiliser un produit d'enregistrer ce produit pour le vendre et l'utiliser sur une grande population. Et pendant ces 7 ans que vous aurez finalement, où le produit sera sur le marché et où vous serez exclusivement le fabricant de ce produit-là, ensuite ça pourra devenir un générique, vous arrivez à obtenir une rentabilité ? Parce qu'on se dit à un moment, c'est tellement court, est-ce qu'il y a encore une motivation à innover dans le médicament ? Autant attendre que les autres le fassent, je récupère le générique et puis c'est à ce moment-là que je me lance dans le... Alors c'est le modèle de la pharma actuelle. C'est vrai que c'est la raison pour laquelle les produits quand même coûtent... les produits originaux sont très chers. Les produits innovants et originaux qui arrivent après tout ce processus sont très chers parce qu'il faut qu'il vous faut votre rentabilité pour les 7 ans. Jacques Diésy, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste un peu, si vous êtes d'accord de temps en temps, on peut ne pas être en consensus total. Je dirais que pour votre question en 7 ans, il faut dire que quand même au cours de ces dernières décennies, les pharmas se sont pas mal portés. Et en particulier les actionnaires qui ont toujours eu l'objectif des actionnaires des pharmas, c'était d'obtenir un rendement supérieur à 10%. Pendant longtemps, c'était le cas. C'est un peu moins le cas maintenant, je suis d'accord. Mais donc, j'entends un peu bien trouver très triste et attristant que ce soit que 7 ans, mais ces 7 ans, s'ils existent vraiment, c'est pas vrai pour tous les médicaments. Il y en a dont le temps de développement est quand même plus court, et puis après, il y a des arrangements qui se font. Donc, mais encore une fois, économiquement parlant, les pharmas se sont pas mal portés du tout, malgré les 7 ans que vous soulignez. Et puis, les pharmas peuvent eux-mêmes produire leur propre générique une fois que le brevet est libéré. Ça, c'est une stratégie propre ça, c'est du commercial, à chaque société, mais c'est vrai qu'après... La rentrée financière qui vient de ces propres génériques, elle est relativement limitée par rapport à finalement ce qu'aura rapporté le produit dans la phase d'exclusivité. Oui. Et les pharmas innovantes se concentrent vraiment sur cette phase d'exclusivité. Olivier Michelin. C'est vrai qu'en oncologie, ces dernières années, on a vu un grand nombre d'exemples de drogues qui n'ont pas passé le cap de la phase 3, c'est-à-dire que c'était des drogues qui avaient un profil de toxicité tout à fait convenable, mais simplement pour des raisons d'efficacité, la molécule n'a pas pu être acceptée. Donc on a maintenant aussi des critères en termes d'efficacité qui sont extrêmement stricts, et c'est clair que dans un développement, si la molécule échoue en phase 3, c'est là où on a dépensé pratiquement le plus d'argent. Donc ça, c'est aussi un problème extrêmement important, à quel niveau la molécule échoue. Et on n'aurait pas pu prévoir ça, qu'elle n'allait pas être efficace ? On est obligé d'aller jusqu'à l'étude clinique
Alors c'est sûr qu'on essaye dans les phases 2, par exemple, d'avoir des critères très stricts de performance des molécules, mais malheureusement, on n'a souvent pas le pouvoir statistique de prédire exactement ce qui va se passer dans la phase 3, et des fois, on est obligé de prendre des risques, enfin l'industrie pharmaceutique est obligée de prendre des risques pour pousser quand même certaines molécules, et parfois au coût de devoir renoncer après la phase 3. Alors, pression financière, parce que le laps de temps est relativement court. Et puis, on voit depuis quelque temps apparaître la pression aussi de patients. Il y a des associations de patients qui disent maintenant, il faut que vous sortiez votre médicament plus rapidement. Vous ressentez ça? Donc les patients sont de plus en plus présents. Maintenant, ils gèrent de façon beaucoup plus proactive leur santé. Un patient maintenant qui va voir son médecin, il a généralement été voir sur Internet un peu ce qu'il avait. C'est pas bon, hein, ça, il challenge. en général. Donc, mais l'information, elle est là, et les patients l'utilisent. Et les patients sont aussi très présents pour... nous, en tant que des biopharmes, on est en train de se rapprocher des patients, des associations de patients, parce que c'est ces patients qui doivent exprimer quels sont les besoins. On ne va pas développer un produit parce que ça nous fait plaisir de développer un produit, c'est pour répondre à un besoin, et ce besoin, il est exprimé par des patients, par des médecins, par des gens qui ont une difficulté, qui vont exprimer un problème, et un médicament, c'est une solution à un problème. Mais est-ce que vous sentez une pression où les patients vous disent non mais maintenant on n'attend pas les études cliniques, enfin voilà, moi je suis sur le point, je suis en phase terminale, je veux tester votre médicament, c'est ma dernière chance. Donc c'est ce qui permet, par exemple en oncologie, de recruter pas mal de patients qui vont faire des traitements expérimentaux dans l'espoir d'avoir le produit qui pourrait prolonger leur vie alors qu'ils ont essayé tous les traitements classiques, quoi. Donc ça, on sait que je crois qu'à peu près 10% des patients en oncologie font des études cliniques parce qu'ils sont... C'est leur dernier espoir. C'est leur dernier espoir. Et puis, ce qu'il faut voir, la technologie maintenant a tellement progressé. Je veux dire, dans le temps, je pense si on parle des médicaments du siècle dernier, on développait un médicament pour traiter... il y avait un médicament qui devait traiter plus ou moins des mêmes symptômes dans une grande population. Maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus spécifique, avec tous les projets, avec les progrès aussi de génétique, tout ce qu'on a vu arriver comme nouvelle technologie, on voit qu'on a des médicaments qui sont tout à fait dédiés sur certains patients. Et maintenant, on concerne... Par exemple, l'oncologie, où il y a quand même des besoins qui sont extrêmement importants, on ne considère plus l'oncologie comme une maladie d'organes, de moins en moins, mais plus comme une maladie génétique. Donc on est en train de cibler spécifiquement des mutations sur les patients, donc on arrive avec des traitements beaucoup plus pointus, beaucoup plus personnalisés. D'accord. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est vrai que... on pourrait imaginer que l'oncologue médical a envie de pousser des essais cliniques chez le patient. En fait, dans la réalité du terrain, c'est plutôt les patients qui sont extrêmement demandeurs. Bien sûr que nous aussi, on veut savoir si ces molécules vont pouvoir amener de l'espoir et des résultats. Et c'est vrai que ces essais cliniques, pour des raisons de qualité des données qui sont récoltées et de pouvoir finalement tirer une conclusion, ont des critères extrêmement stricts de participation. Et c'est des choses qui sont extrêmement mal vécues par les patients lorsque le patient ne qualifie pas pour une étude. Et justement, comme disait monsieur Ducret, l'information qu'il y a autour de ces molécules est souvent très, très ample sur Internet. Les patients savent à quel point ils peuvent bénéficier de cette molécule, et de ne pas pouvoir participer à l'étude, qui souvent reporte l'accès à la molécule de plusieurs années, est souvent quelque chose qui est extrêmement mal vécu. Jacques Diazy, c'est un phénomène qui est nouveau, ça. Est-ce que autrefois, les patients étaient un peu en retrait du domaine médical, ils attendaient que les choses arrivent, puis maintenant ils ont envie d'être proactifs? C'est sûrement vrai qu'il y a maintenant ces associations de patients. Je pense qu'elles ont peut-être été lancées particulièrement pour les patients étant HIV positifs ou ayant le sida. C'est les premières grandes manifestations à ma connaissance. C'est eux qui ont un peu lancé, ces groupes qui ont lancé ce lobbying de patients. Ce n'est pas les seuls, les patients souffrant de sclérose en plaques par exemple, mais aussi les maladies orphelines d'une manière générale, et certaines d'entre elles en particulier. Donc toutes ces structures se sont beaucoup développées effectivement depuis 15 ou 20 ans. Et hier, l'un de vos patrons, là, Thierry Mauvernet, écrivait dans 24 heures précisément sur ce sujet, en disant bien qu'il fallait qu'il y ait une certaine tension, mais pas une pression. Et je crois qu'il a raison. Parce que s'il y a la volonté de vouloir à tout prix disposer dans les 24 heures quasiment d'un médicament, c'est absurde. Mais il y a, en poussant un peu le bouchon un peu loin, il y a un peu cette demande-là et cette croyance que les compagnies pharmaceutiques ou d'autres vont pouvoir développer des choses à très court terme.
Et puis, il faut dire que là, derrière aussi, il y a les médias qui, dès que quelque chose bouge, ça y est, les médias transfèrent l'information et c'est leur métier. Et puis, c'est un peu l'intérêt des scientifiques aussi de donner un peu l'information, en tout cas du début, pour se faire un peu valoir. Donc, tout ça joue un rôle un peu complexe qui aboutit finalement à des pressions qui sont parfois excessives. Je suis d'accord. Mais ça, c'est relativement nouveau, disons, depuis une génération à peu près. Pour qu'on se fasse une petite idée, juste par rapport au développement de ces molécules, vous disiez, vous allez chercher dans les institutions, dans le domaine public, un certain nombre de molécules qui vous paraissent intéressantes. Mais en amont de ce travail, combien est-ce qu'on teste de molécules et combien vont devenir finalement un médicament mis sur le marché ? Le ratio est délirant. Donc quand on parle de médicaments qui sont mis sur le marché par année, les chiffres sont relativement stables depuis à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'années, avec peut-être une petite baisse, mais on est autour des 30 nouvelles molécules qui sont enregistrées par année. Donc là, c'est un petit peu quelque chose qui est relativement stable. C'est très peu, 30, 20 non ? et 50 nouvelles molécules. Ouais, c'est relativement peu. Je veux dire, par rapport à les années, je pense qu'il y a eu l'âge d'or des nouvelles molécules. Je pense que vous l'avez vécu avec parfois peut-être une centaine de nouvelles molécules qui arrivaient par année. Mais maintenant, ça s'est quand même stabilisé à 20 et entre 20 et 50, à peu près 30 molécules. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les molécules qui arrivent jusqu'à la fin du parcours du combattant, parce que c'est vraiment un parcours de combattant, elles ont été vraiment triturées et examinées sur toute leur couture. Dans le passé, les exigences étaient quand même bien moindres, quoi. Donc aujourd'hui, on a eu des exigences réglementaires qui sont considérablement endurcies. Peut-être on peut se poser la question aussi si des fois on met même pas la barre des fois un peu trop haut, parce que je veux dire, c'est des fois un frein à l'arrivée de traitements innovants, mais on peut aussi voir les choses d'un autre regard. Peut-être dans le passé, il y a des médicaments qui sont arrivés sur le marché sans toutes les validations qu'il fallait faire. Donc c'est un compromis, ça. Ça, vous confirmez, Jacques Diésy. Autrefois, on était vraiment plus souple. Écoutez, non. Je crois que c'est plus complexe que cela. On est sévère, dit-on. C'est les agences d'autorisation de mise sur le marché. Et en même temps, on n'a jamais vu d'aussi grande catastrophe que récemment de médicaments autorisés, mis sur le marché, qui sont plantés. J'entends. Le symbole de l'échec d'une certaine forme de commercialisation, c'est à mon avis le Vioxx, qui a été retiré par la compagnie Merck en septembre 2004. Alors que c'était quelque chose qui était pensé intelligemment. Je crois que c'est intéressant d'avoir là donc un antalgique, analogue de l'aspirine, mais spécifique pour certaines parties d'enzymes de l'organisme qui devaient être atteintes par le produit en question. Seulement, la substance a été tellement... elle a été autorisée, mais sur la base d'un certain nombre d'informations qui étaient fausses, qui avaient été truquées. Et puis, finalement, en 2004, le produit a dû être retiré parce qu'il avait des conséquences, des effets indésirables cardiovasculaires extrêmement sévères. Et donc, là, c'était apparemment une période par la Food and Drug Administration, mais Swissmedic, j'en parle parce que j'étais chargé d'examiner ce produit du point de vue préclinique. Et j'ai rien vu. Pourquoi vous n'avez rien vu ? Parce que toute la documentation était présentée de façon telle qu'on se faisait tromper. Oui, puis forcément, vous ne recommencez pas à zéro toutes les études. Non. On a un dossier préclinique et clinique. Moi, j'avais le dossier préclinique, un collègue pharmacologue clinique, le dossier clinique. Et puis après, on a appris qu'un certain nombre d'informations qui étaient données dans le dossier étaient truquées. Donc, c'est plus que simplement une augmentation de la sévérité. Je crois le décrochage de la sévérité date de 1963, lorsque la Food and Drug Administration a eu une loi plus sévère après la thalidomide, après les malformations infantiles dues à l'autorisation de la thalidomide, non pas aux États-Unis, parce que là, une femme de la Food and Drug Administration futée l'avait bloqué, mais en revanche, en Suisse et ailleurs, en Europe, le produit a été mis sur le marché, a provoqué 10 à 12 000 malformations. À partir de là, les lois sur le contrôle d'autorisation de mise sur le marché ont été plus sévères. C'est vrai, mais depuis cette période, je trouve que la sévérité n'a pas véritablement augmenté. Et en revanche, ce qui va venir maintenant, c'est probablement un contrôle de la phase de pharmacovigilance, une fois que le produit est sur le marché, plus sévère que ça a été jusqu'à maintenant, parce que pour l'instant, l'extrapolation des essais cliniques à la population générale, des patients dans la population, cette extrapolation-là, le passage de phase 3 en phase 4, est devenu un des plus critiques à l'heure actuelle. Pourquoi ?
Parce qu'on n'était pas très attentif aux effets, on n'allait pas rechercher de façon active Ce qui se passe après. et ce qui se passe après. Et sur le long terme, Et puisqu'on n'avait pas, pas toujours le long terme. recul. Il y avait des processus, mais relativement faibles. Là, et la Food and Drug Administration et l'autorisation, et l'EMA, donc européenne, devraient mettre en place des systèmes de contrôle, mais qui rencontrent des objections et des oppositions, naturellement aussi. Alors, Je voulais juste revenir quand même sur la question de la fraude, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je veux dire, je ne peux pas, vu de l'intérieur, vu de l'industrie pharmaceutique, vu de Debiopharm, avec la rigueur que nous mettons dans nos développements, dans nos activités, dans nos études. C'était pas vous, le Biox. Non, avec la transparence qui est la nôtre, mais qu'on retrouve aussi soit chez nos partenaires, soit chez les gens que nous côtoyons. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de rigueur. Et puis par rapport à mon sentiment, alors là c'est plus un sentiment, c'est de la... Si on regarde les endpoints, c'est-à-dire que dans un développement clinique, vous devez avoir vous devez arriver à un stade défini, montrer quelque chose finalement dans un développement clinique. Si on regarde en oncologie, dans le passé, on pouvait regarder la taille de la tumeur. Donc le produit pouvait être enregistré en montrant que la taille de la tumeur allait diminuer de taille. C'est un élément qui peut être positif, mais ça ne dit rien sur la survie du patient. La tumeur peut diminuer en taille, mais ça veut pas dire mais peut-être que le patient ne va pas vivre plus longtemps. Donc maintenant, on a eu des critères qui sont beaucoup plus clairs et nets, qui montrent vraiment un bénéfice réel en termes de survie sur le patient. Maintenant, on introduit une nouvelle notion qui est la qualité de vie, qui est gentiment introduite, parce que le patient... Donc la question des effets secondaires. Ouais, le patient veut pas, non. Le but du patient n'est pas de vivre absolument quelques jours, quelques semaines de plus, mais de vivre ces quelques semaines ou ces quelques mois ou ces quelques années de plus dans une qualité de vie maximum. Donc de plus en plus, on intègre des données de qualité de vie. Oui, non, je voulais juste dire, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Debiopharm. Donc ça, je trouve, c'est une compagnie intéressante, mais qui n'est pas prototypique dans ce domaine. Parce que, comme vous l'avez dit, vous partez d'un certain nombre de données que vous récoltez, et ensuite vous les accompagnez jusqu'au moment où elles deviennent un produit. Ce qui n'est pas la norme typique d'une pharma, ou qui fait sa recherche interne, enfin, etc., ce qui est discutable, mais enfin, elle l'a toujours fait historiquement. Donc ça, je pense surtout aux grandes compagnies, et naturellement aux grandes compagnies très active aux États-Unis, puisque c'est là généralement que les grands scandales éclatent. C'est plutôt dans ce pays-là. Seulement, oui, un des points qui était, c'est celui-là, le développement de ces grandes compagnies qui accompagnent ces produits, mais qui ensuite les vendent, s'occupent et ont fait véritablement depuis 10 ou 15 ans, maintenant ça a peut-être diminué, j'en sais rien, mais toute une série de fraudes qui ont été dénoncées, qui ont été rendues publiques, qui ont été publiées dans des journaux médicaux, hein, et puis qui impliquent désormais que les essais en cours soient, par exemple, idéalement, soient notifiés sur une base de données, qu'on puisse aller voir ce qui se passe dans les essais cliniques, pas que des essais cliniques disparaissent tout à coup parce que les résultats qui ont été obtenus n'étaient pas extrêmement conformes. Donc il y a toute une problématique là autour qui rend la situation assez compliquée. Vous parlez des grandes pharma, on sait que ce sont des grosses boîtes privées qui développent ces médicaments. Est-ce que ce modèle économique où c'est le privé qui développe les médicaments et pas un État vous semble juste et judicieux ? Large débat. Enfin, les choses se sont présentées comme ça. Ce n'était pas le cas, en tout cas moins le cas au milieu du siècle dernier, là où il y a eu un certain nombre de développements. Beaucoup de développements ont été faits initialement dans des centres de recherche de type académique ou enfin public. Et puis après, on fournit la matière aux compagnies pharmaceutiques de développement, un peu le modèle de Biopharm, encore une fois, que je trouve tout à fait intéressant. Ensuite, par la suite, progressivement, les grandes pharmas se sont développées, et probablement surtout à partir des années 70, à partir du moment où l'aide financière aux universités, notamment aux États-Unis, a été réduite après le premier choc pétrolier. Et puis le Bayh-Dole Act, donc la loi Bayh-Dole de 1980 aux États-Unis, qui autorise les universités qui reçoivent un financement public important à breveter leurs produits, à faire donc des bénéfices elles-mêmes, mais généralement en compagnie d'une compagnie pharmaceutique. Et ce glissement progressif, si vous voulez, vers les pharmas prenant en charge le développement, à partir peut-être d'une invention académique, mais prenant en charge tout le développement par la suite, s'est beaucoup accentué. Et ensuite, progressivement,
progressivement, il y a eu les fusions, alors les méga-fusions, où toute une série d'entreprises de moindre importance, importantes mais plus petites, ont été fusionnées pour des motifs purement économiques. Et finalement, l'objectif aussi devenant progressivement, non pas un objectif scientifique comme il l'était peut-être idéalement dans les compagnies pharmaceutiques du milieu du siècle dernier, mais progressivement, l'objectif, c'est la rentabilité. On développe des médicaments qui sont intéressants pour les pays qui peuvent payer. Donc on ne développe pas des médicaments pour les pays qui ne peuvent pas payer non. Ou pour des maladies façon qui sont caricaturale, rares. absolument. Si les pays ne sont pas à même de fournir un retour sur investissement, qui est la logique économique, j'entends. Les industries doivent rentrer dans leurs frais, ça je comprends complètement. Donc tout ça. Mais donc là, l'État pourrait avoir un rôle à jouer. Alors après se pose la question. Il y a une série de propositions qui sont faites, mais qui ont leurs inconvénients, probablement économiques aussi. Est-ce qu'on doit payer pour avoir des médicaments innovants? Est-ce qu'on doit payer tout le coût généré par l'ensemble de ce système de Big Pharma? C'est ça la question, une des questions importantes, et il n'y a pas de réponse complètement claire. Alors là, oui, vous voulez ajouter je voulais quelque juste chose revenir sur le modèle quand même qui, à mon sens, évolue. Donc c'est vrai qu'il y a, si on regarde il y a 25-30 ans en arrière, la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques avaient leur propre recherche en interne et les produits venaient de leur propre recherche. Et graduellement, ce pourcentage qui était près de 80 ou 100% qui venait de la recherche interne, maintenant pour les grandes sociétés pharmaceutiques, est maintenant en 30 et 40% des produits viennent de leur propre recherche. Il y a eu vraiment une baisse au niveau des produits innovants qui sont venus de leur propre recherche. Et ces sociétés pharmaceutiques qui sont venues de plus en plus importantes et de plus en plus orientées finalement commerciales et dernières étapes de validation, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui ont la compétence suffisante pour mener à bien des études complexes de phase 3 où il faut être peut-être dans 120 pays, investir quand même énormément d'argent et après suivre ces projets au niveau marché. Donc il y a une spécialisation, si on veut, des sociétés pharmaceutiques qui vont devenir, à mon sens, de plus en plus des sociétés orientées dernières étapes de validation avant la mise sur le marché et puis vente. Et des sociétés comme la nôtre qui vont faire des ponts, des liens entre justement une recherche qui est une recherche souvent qui est académique et qui allons amener des produits en direction du marché, en direction des gens dont le rôle c'est de vendre des produits comme les grandes sociétés pharmaceutiques. Alors là, on est dans l'aspect commercial. On va peut-être aborder l'aspect plus... on a vu, c'est assez traditionnel finalement comme manière d'innover dans les médicaments. Vous proposez une autre voie que vous appelez in silico. Racontez-nous, c'est quoi in silico? Alors, le in silico s'oppose au in vitro et in vivo. C'est une sorte de nouvelle science où, plutôt que de tester dans le laboratoire une hypothèse, on le teste de manière virtuelle sur des gros outils de calcul, des gros ordinateurs qui simulent très exactement les interactions moléculaires, comment une petite molécule va aller bloquer une protéine, comment changer une petite molécule pour qu'elle puisse se lier avec une meilleure affinité contre la cible. Et donc tout ça fait partie de ce qu'on appelle la modélisation moléculaire, qui est une des formes de modélisation in silico. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure du taux de succès d'un médicament, une drogue sur 10 000 qui arrive. C'est clair que le plus on peut chercher un éventail large au départ, le plus de chances on va avoir d'arriver avec quelque chose qui est efficace au bout. Et le in silico permet ça? Voilà, oui. L'espace chimique qu'on doit chercher, c'est 10 à la puissance 60. 10 à la puissance 60, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc le nombre de combinaisons qu'on peut faire d'atomes de base pour créer des molécules, des drogues, est absolument faramineux. Et il n'y a pratiquement que la bioinformatique qui permet d'aller échantillonner un tel espace. Alors on peut faire ça de différentes méthodes, mais c'est vrai que même les plus grandes bases de données de petites molécules qu'on peut tester in vitro, donc en faisant vraiment le test au niveau du laboratoire, ne permet pas d'arriver à screener cette complexité énorme. Donc là, le in silico est essentiel. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous repérez un virus, un pathogène ou quelque chose comme ça, et puis vous observez sa forme et vous dites, tiens, cette molécule, elle pourrait éventuellement aller l'attraper. Alors là, le point de départ, c'est vraiment les essais cliniques très souvent qui montrent quels sont les protéines qui sont impliquées dans tel ou tel type de pathologie. Cette identification se fait d'ailleurs souvent dans les centres académiques. Et une fois qu'on a identifié la cible, ce qui est pathologique chez le patient, on peut, en utilisant la forme de cette protéine, la cibler par ces méthodes. Donc on peut aller construire à l'intérieur du site actif de la protéine
un petit inhibiteur, une petite molécule qui va bloquer sa fonction. Et c'est comme ça qu'on traite énormément de cancers à l'heure actuelle, mais aussi toutes sortes d'autres maladies. Et du coup, au lieu de 1 sur 10 000, vous arrivez à quoi comme résultat en passant par ce processus? Bon, c'est clair qu'on a beaucoup de partenariats, par exemple avec de Biopharm, où on arrive à augmenter nettement le success rate. Alors, pas forcément pour arriver en clinique, mais en tout cas d'avoir des molécules qui sont actives, parce qu'on peut entraîner ces recherches pour utiliser toutes sortes de connaissances. Maintenant, le gros avantage là, c'est que l'espace de recherche est beaucoup plus grand en amont. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher dans 1 milliard de molécules, on cherche virtuellement dans 10 puissance 60 molécules. Ce qui permet à la fin d'avoir plus de chances d'avoir des molécules, 1 originales et 2 très actives. Et voilà, éventuellement plus efficaces. Est-ce que dans un stade plus avancé, c'est-à-dire les études cliniques, on peut aussi faire ça de manière informatique, ou est-ce qu'on va toujours avoir besoin du patient? Alors c'est évident qu'on aura toujours besoin du patient, on aura toujours besoin d'études cliniques. On peut amener de plus en plus d'informations en parallèle pour peut-être réduire le nombre de patients qui sont nécessaires pour arriver à une conclusion. On peut notamment commencer maintenant avec ces méthodes in silico à prédire un profil de toxicité du médicament. On peut aussi prédire quel type de médicament pourrait être compatible ou pas. Bien sûr, ça reste relativement hypothétique, mais on peut faire des décisions plus rationnelles avec des taux de succès plus élevés en utilisant ce genre de méthode. Ouais. Donc une meilleure efficacité, est-ce que le coût de développement s'en trouve réduit? Alors, en tout cas, le coût de développement préclinique est clairement réduit parce que la synthèse chimique coûte très cher et le fait de pouvoir faire une partie de l'analyse de manière virtuelle permet de réduire les coûts de manière extrêmement importante. Maintenant, une fois que l'étude clinique est lancée, c'est vraiment le prix par patient qui va primer. Ça ne varie pas. Mais le fait de pouvoir cibler l'étude clinique à un petit groupe de patients qui est mieux déterminé d'un point de vue moléculaire permet aussi de réduire les coûts. Si on peut faire une phase 2 randomisée qui donne la réponse sur quelques centaines de patients plutôt que de passer sur une énorme phase 3, c'est clair qu'on peut avancer plus vite. Jacques Diésy, vous vouliez Oui, juste un point, c'est que c'est vrai que si le développement initial peut se faire d'autres manières et de manière plus ciblée, encore que j'ai entendu ce discours, mais on a fait des progrès depuis, c'est vrai. Il y a déjà une dizaine d'années ou une quinzaine d'années avec le développement de la génétique, de la biologie moléculaire d'abord, puis de la génétique ensuite, de l'informatique. Tout ça nous accompagne. Mais enfin, je suis très heureux de voir qu'il y a des progrès, je suis sûr qu'il y en a. Mais l'autre problème, c'est celui de, une fois que vous avez, dans un stade très précoce, développé des médicaments potentiels prometteurs, vous avez un certain nombre d'étapes à passer, précliniques, c'est celle que je connais le mieux, pour passer notamment pour des autorisations de mise sur le marché ensuite. Et à ma connaissance, pour l'instant en tout cas, les essais précliniques sont toujours grosso modo ce qu'ils étaient il y a 50 ou 60 ans, parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Malgré tout, même si on peut réduire le nombre d'animaux qui peuvent être utilisés, c'est vrai, on peut remplacer en partie par des méthodes in silico ou in vitro, mais on ne peut pas faire l'économie de ça malgré tout à ce stade-là, avant de passer aux patients. Et ça, on ne commence pas par les patients, on commence par des volontaires, généralement des étudiants en médecine, d'ailleurs, qui sont payés un peu pour ça, pour voir si ce qu'on a développé comme information sur le préclinique vaut chez l'homme. Donc toutes ces étapes-là, c'est-à-dire l'intégration animale et humaine, elles resteront, pour autant que je puisse voir, elles ne sont pas remplacées par des systèmes informatiques. La deuxième remarque que je voulais faire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé, quand on parle d'innovation, on parle de médicaments anticancéreux, oncologiques. Et c'est vrai qu'en 2012, il y a eu une trentaine de nouveaux médicaments admis par la Food and Drug Administration, et quasiment la moitié d'entre eux étaient soit des médicaments oncologiques, soit des médicaments pour certaines maladies orphelines, certaines maladies rares. Donc c'est dire que c'est un domaine qui attire et dans lequel beaucoup d'innovations ont lieu maintenant, mais il y a beaucoup d'autres domaines de la thérapeutique qui mériteraient autant et où pratiquement l'innovation a pratiquement cessé maintenant, et notamment dans les médicaments du système nerveux central. Il y a peut-être d'autres approches qui se développent à l'EPFL ou ailleurs que celles mais beaucoup de compagnies pharmaceutiques ont arrêté de faire de la recherche dans le domaine, c'est trop compliqué. Et les risques de se planter, de se planter en cours de route sont trop grands pour qu'on arrête. Donc il y a toute cette dynamique-là qui favorise, enfin qui met en évidence les progrès qu'on peut faire dans certains secteurs du développement pharmaceutique, mais d'autres restent très en panne. Olivier Michelin, ça veut dire aussi qu'avec votre méthode, vous allez vers une médecine plus personnalisée?
Oui, clairement, je crois qu'on est vraiment en train de basculer, en tout cas en oncologie, dans une médecine personnalisée. On revient sur l'oncologie. Non, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on va aller prélever la tumeur chez le patient, non seulement à but diagnostique, mais aussi pour faire une sorte de cartographie moléculaire des anomalies qui sont présentes. Et c'est en fonction de ces anomalies qu'on va déterminer le traitement qui est le plus adapté. Alors, dans certaines pathologies, c'est déjà absolument le cas. Le cancer du poumon, le mélanome, il y a toutes sortes d'exemples. Dans d'autres pathologies, on n'en est pas encore là, mais c'est assez clair que c'est vers ça qu'on tend, et avec probablement un avenir relativement proche. Et si jamais, d'ailleurs, à titre indicatif, il y a une conférence ce soir, vous inaugurez la Debiopharm Academy ici à Debiopharm l'EPFL. Academy avec un sujet qui sera justement consacré aux médecines personnalisées, Voilà. justement à l'utilisation de ces nouvelles techniques de génétique pour cibler des populations particulières, pour pouvoir traiter des populations particulières d'une façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise. Voilà, ça sera à 18h30 ce soir à l'EPFL. Un dernier Je peux mot. faire un dernier mot. Dernier Juste mot. à propos de médecine personnalisée, puisqu'on en parle, mon petit grain de sel. Personnellement, j'aime mieux qu'on parle de médecine individualisée. Je crois que parce que la médecine, ce n'est pas nécessairement que les analyses de laboratoire, de génétique, etc. C'est aussi un rapport entre un médecin et un patient. Donc la médecine personnalisée, c'est ça, à mon avis. Mais la médecine individualisée, c'est celle qui permet de cibler mieux, effectivement, des médicaments. C'est très bien. Mais il faut aussi se rappeler que la médecine est une pratique entre un patient et son médecin traitant. Il y a des gens derrière tout ça. Merci beaucoup, Jacques Diésy, Bertrand Ducret et Olivier Michéline. Je crois qu'on peut vous applaudir pour toutes ces explications. Et puis voilà, je ne sais pas si ça a suscité un certain nombre de questions parmi vous, donc n'hésitez pas. Il y a un micro qui se balade, si vous avez quelques questions. Oui, derrière toi. Juste une petite question sur les modèles financiers en fait, de l'industrie pharmacologique au vers des médicaments biologiques, qui sont quand même, si je comprends bien, un parcours un peu différent sur les passages en générique, parce qu'il faut quand même faire des validations spéciales, vu que la synthèse en fait, de ces médicaments, c'est très différent d'une molécule pharmacologique. Est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, si le temps de prévis il est un peu plus long, comment ça se passe exactement pour les médicaments biologiques? Peut-être juste définir qu'est-ce qu'un médicament biologique. Donc juste si je peux répondre un petit peu à cette question, donc c'est vrai qu'il y a des médicaments biologiques qui sont obtenus qui sont fabriqués finalement par des cellules, qui sont des cellules de bactéries ou des cellules de mammifères qui vont produire un médicament biologique. Alors généralement on produit ça dans des grands réacteurs et puis on va se retrouver avec un médicament qui va être dilué dans 50 litres de milieu qu'on va devoir purifier, concentrer pour en faire un produit qui fera peut-être 2 millilitres qu'on va pouvoir injecter. Généralement, c'est des produits qu'on doit administrer par voie parentérale, ces produits biologiques. Donc par opposition à synthétique biologique ici. Par opposition à synthétique, petite molécule synthétique. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est caractériser ces produits biologiques. C'est extrêmement compliqué. Il y a des profils... Quand on part d'une grosse soupe où il y a 50 litres de produits, de différents produits qui sont fabriqués par une cellule pour arriver à vraiment le médicament qui est dans 2 millilitres, il ne sera jamais pur, il y aura toujours des petites impuretés, il y aura peut-être des agrégats, donc ce sera quelque chose qui sera très difficile à reproduire à l'identique. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de générique par rapport aux produits biologiques, on parle de produits bioéquivalents. Donc dans ces cas-là, si un générique, une petite molécule classique, si on montre que chimiquement c'est la même chose, on peut faire un générique et puis commercialiser ce produit. Pour un produit bioéquivalent générique d'une molécule biologique, on doit le valider dans une étude clinique. Donc ce produit doit être utilisé dans une étude clinique avant d'être enregistré. Donc après la question de dire est-ce que ce produit est-ce que c'est le même produit? La réponse c'est non. Mais est-ce qu'on a pu démontrer une bioéquivalence? Eh bien, finalement, sur la base des dossiers qui vont être fournis par l'industrie qui aura fait ce développement, il y aura une bioéquivalence qui sera démontrée. Mais il y a des exemples, des fois, où finalement, il y a et ce qu'on disait tout à l'heure, un médicament, il ne va pas montrer tout de suite ce qu'il a dans le ventre d'une certaine façon. Et donc, il ne va pas montrer tout de suite quels sont le potentiel d'effets secondaires ou d'effets indésirables. Et peut-être qu'il y a des éléments, par exemple une réaction immunologique rare ou des éléments qu'on n'a pas pu voir dans l'étude clinique,
qu'on pourrait voir après dans l'utilisation une fois que le produit est sur le marché. Donc, au niveau sécurité, c'est vrai, si on compare un produit qui a été testé par des millions de personnes avec un produit qui a été testé avec des centaines ou des milliers de personnes, il n'y a peut-être pas la même connaissance du produit. Mais les autorités sont là pour valider et approuver cette copie et puis pour démontrer qu'on peut utiliser ce produit avec la plus grande sécurité possible. On a dit que les phases finales sont les plus chères, phases cliniques. Alors, est-ce que vous êtes tenté de chercher l'endroit le moins cher et le plus facile peut-être pour faire ces essais cliniques ailleurs? Et si vous le faites, quelles mesures de sécurité vous prenez que ça se passe bien? Bon, nous, notre objectif, c'est d'aller toujours le plus vite, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi il y a pas mal de légendes au sujet des études cliniques. Il y a eu quand même pas mal de thrillers ou de films, un petit peu de série B, qui montraient qu'on était en train de faire, que l'industrie pharmaceutique faisait des développements cliniques dans des pays qui étaient, dans lesquels il y avait des contrôles qui étaient moindres et dans lesquels les patients coûtaient moins cher et tout ça. Moi, je pense qu'il y a eu des abus, il y a eu des problèmes qui ont certainement existé dans le passé, mais si je regarde aujourd'hui la situation des études cliniques, pour aller par exemple dans des pays émergents comme la Chine ne va pas faire des études cliniques phase 1 en Chine parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ne savent pas les faire, ils vont aller en Australie. Donc aujourd'hui, nous, quand on veut aller faire des études cliniques, on va aller en Angleterre, on va aller aux États-Unis, on va aller en France, parce que c'est là que les gens ont le plus de connaissances, le plus d'expertise, et c'est là que ça va le plus vite. Et puis, il faut qu'il y ait une connaissance médicale qui est forte, qui soit très très forte aussi. Je veux dire, on ne va pas prendre le risque tout d'un coup d'aller dans des hôpitaux qui ont, au niveau qualitatif, qui ne sont pas au niveau et qui vont peut-être tuer un produit qui est extrêmement prometteur parce qu'il va être mal utilisé, mal manipulé, mal administré avec, dans un cadre qui n'est pas bien contrôlé. Donc vraiment, pour nous, ce qui est un point essentiel, c'est vraiment d'avoir une structure vraiment de qualité dans le développement clinique. Et là, je fais juste une petite parenthèse parce que nous sommes très heureux. Nous démarrerons une étude clinique qui va se faire, une étude phase 1-2 qui va démarrer au CHUV. Donc là, je suis très très heureux. C'est une des premières études qu'on démarre avec le CHUV. On voit vraiment qu'il faut cette proximité. Et de plus en plus, avec les nouvelles technologies qui sont mises en œuvre, avec le séquençage, toute la technicité qu'il y a maintenant derrière l'analyse des données qui viennent du patient. Donc il faut cette proximité géographique et surtout ses compétences. Et en tant que des bioformes, on est très très content parce qu'on trouve vraiment des compétences très très pointues, très proches de nous. Jacques Diésy. Oui, juste un point. Enfin, je suis très heureux, je suis complètement naturellement d'accord avec ce que dit monsieur de Biofarm. J'oublie votre nom. Bertrand Ducret. Voilà, merci. Et c'est bien que des biofarms savent, je crois que c'est tout à fait correct. Néanmoins, toutes les compagnies ne font pas ça. Et pour ça, je vous recommande la lecture toute récente d'une publication de la Déclaration de Berne qui fait une enquête extrêmement sérieuse sur l'attitude, mais aussi des autorités d'enregistrement, sur le contrôle qu'elles font sur la nature de la manière dont sont réalisés les essais cliniques dans des pays qui ne sont pas forcément ceux que décrit M. Ducret, mais qui sont plus aléatoires du côté des contrôles éthiques en particulier. Donc ça, c'est un vrai problème et je crois que les compagnies responsables y prêtent attention, mais toutes ne le font pas, je ne suis pas convaincu. Olivier Michelin. Il y a un dernier point, c'est que comme on est en train d'aller vers des traitements de plus en plus ciblés sur des problèmes moléculaires particuliers, les questions d'ethnicité jouent un rôle important. Et des études qui ont été faites en Asie ne sont pas forcément transportables telles quelles en Europe. Et donc là, il y a aussi des questions qui sont importantes à prendre en compte quand on choisit le bassin de population dans lequel on va faire l'étude. En revanche, en amont, les études sur les animaux, on voit déjà plus de délocalisation. Donc moi, j'ai pas vraiment l'impression qu'on a plus de délocalisation par rapport aux animaux. Je veux dire, il y a peu de choses. C'est vrai que la Suisse est un pays relativement compliqué. Les contraintes sont fortes ouais, au niveau de l'expérimentation animale. Donc on a certaines activités qu'on a faites avec des animaleries, avec des laboratoires qui ont des animaleries en Suisse. Mais généralement aussi, si je regarde notre expérience, on travaille plutôt avec des sociétés qui sont quand même en Europe. Parce qu'il y a
ce que je pense, il y a vraiment ce qu'il faut voir, c'est on va vers une médecine de grande complexité. Je veux dire, et c'est vraiment une animalerie. Elle doit être vraiment traitée. Il faut vraiment gérer ça d'une façon extrêmement professionnelle. Il y en a une, Pour avoir un résultat il y en a de une à qualité, l'EPFL. Il faut la visiter pour se rendre compte à quel point c'est vraiment des vrais professionnels qui gèrent ça avec une rigueur qui est extrême. Et après, dans le traitement, c'est pas uniquement d'administrer le produit à un animal qui compte, mais c'est aussi de mesurer un certain nombre de signaux. Et puis pour ça, il faut quand même des technologies, une sophistication dans des technologies qui est extrêmement importante. Et ça, je veux dire, ça, on ne va pas retrouver ces technologies partout. Mais si on revient à la question des pays émergents, quand même, si on regarde des pays, pour avoir été en Inde, en Chine, et puis pour voir aussi les nouvelles technologies qui se développent dans ces pays, c'est extrêmement puissant. Je veux dire, il y a des standards qui sont les standards que nous trouvons chez nous. Donc on va chercher plutôt vraiment de la qualité. Ça, c'est le maître mot, je dirais, dans notre industrie. Okay. Une autre question? Ouais. Quel rôle jouent les agences nationales comme la FDA? On parle souvent dans les articles de la FDA, par exemple. Est-ce que ce sont l'agence américaine qui sont plus dures que d'autres? Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que c'est pour des raisons de protectionnisme industriel? Ou quelle est pour vous la perception? On a toujours l'impression que c'est vraiment le passage clé pour un passage à une commercialisation. Quel est le rôle pour vous de ces agences, et notamment la FDA? Écoutez, je peux dire deux mots, mais enfin, vous aussi, sûrement. Ouais, non, Ouais, je peux juste commencer, si jamais vous pouvez compléter. C'est vrai que le marché des médicaments aux États-Unis, c'est 40% du marché mondial. Donc on a toujours la perception aussi que les médicaments sont chers en Suisse, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus chers aux États-Unis. Donc en plus, les États-Unis, c'est un seul marché avec une seule porte d'entrée. Donc avec aussi une expérience de dialogue entre autorités et industrie, c'est-à-dire quand on veut développer un produit, on va souvent contacter les autorités, leur demander de valider notre approche. Donc il y a tout un dialogue qui est en place, qui existe avec la FDA, qui fonctionne bien, qui se met en place avec l'agence européenne, mais c'est plus récent. Il y a aussi un dialogue qui se met en place. Donc historiquement, quand même, la FDA a été la plus grande organisation avec le plus grand nombre de compétences. Et puis c'est généralement le premier passage obligé en direction, parce qu'il y a la taille du marché, puis il y a aussi le niveau d'expertise. Mais l'Europe est en train de mettre en place aussi une structure qui est vraiment aussi très très intéressante. Mais vous les redoutez? Donc on les redoute, oui, ils sont extrêmement exigeants, parce qu'on les voit aussi bien dans la validation de nos études cliniques, dans la revue du dossier, mais aussi, par exemple, on a un site industriel à Martigny, ils viennent, ils nous inspectent, ils vont regarder exactement tous les petits points de détail et de qualité. C'est des gens qui sont extrêmement pointilleux, mais je ne pense pas qu'on les redoute, quoi. On connaît le niveau d'exigence, et puis je crois que c'est un niveau d'exigence qui nous permet sur lequel on s'est aligné pour pouvoir être FDA compatible, quoi. Oui, deux mots. Ce qu'il faut dire en général, c'est que tout système d'autorisation de mise sur le marché doit faire face à une série de contraintes et de difficultés qui viennent aussi bien de l'influence des lobbies des compagnies pharmaceutiques d'un côté, mais des milieux politiques de l'autre et de toute une série d'autres acteurs. Donc, j'ai un peu vécu ça, je n'ai pas vécu à l'intérieur de Swissmedic, mais en tant que membre du groupe extérieur, la difficulté qu'il y a à gérer tout ça, parce que chaque lundi matin, c'était la terreur à Swissmedic pour savoir quel était l'article du Sonntagsblick qui allait attaquer telle ou telle décision. Ça, c'est Swissmedic, qui est une petite structure, et puis qui ne fait pas partie, contrairement pour les pays européens, de l'EMA. Maintenant, la sévérité... Et d'abord, on entend toujours dire, et moi depuis 40 ou 50 ans j'entends dire ça, que la FDA est quand même beaucoup plus tolérante maintenant qu'autrefois. Je crois qu'il y a des allers-retours qui dépendent un peu des conditions politiques et économiques aux États-Unis. Actuellement, il y a la tendance plutôt à trouver des accords avec les industries pour favoriser le marché du médicament. C'est plutôt la tendance, mais on peut même argumenter là-dessus. Pour Swissmedic, il y avait parfois des décisions qui étaient telles qu'on interdisait un médicament en Suisse, on ne donnait pas l'autorisation, alors que le produit était autorisé au niveau européen ou aux États-Unis, par exemple. Ça pouvait arriver que les analyses des experts suisses soient différentes, ça arrivait. Maintenant, tout ceci faisait un peu désordre, naturellement.
Alors, il y a généralement à l'interne de Swissmedic des accords, des entretiens préalables qui font un peu se déterminer Swissmedic interne aussi sur la manière dont les autres gèrent. Donc, il y a beaucoup d'influence. Et puis maintenant, il y a un fameux article 13 de la loi sur les produits thérapeutiques qui indique que, sauf cas d'importance majeure, lorsque deux grands systèmes d'autorisation comme l'EMA européenne et la Food and Drug ont pris une décision favorable pour un médicament, il faut en principe que le produit soit aussi accepté en Suisse. Et donc il y a toute une sorte de nébuleuse d'accords qui se font de cette manière-là. Maintenant, savoir si l'EMA a laissé passer des médicaments qui sont révélés après coup totalement toxiques, alors que la Food and Drug n'avait pas fait, mais peut-être parce que ce produit n'avait pas été soumis à la Food and Drug. Donc c'est un peu difficile. Je crois que grosso modo, on est à peu près maintenant à des mêmes niveaux d'exigence, d'autant plus qu'il y a depuis 20 ou 30 ans un système de coordination qui s'appelle l'International Conference on Harmonization, qui vise à harmoniser au niveau mondial les exigences qui sont données précliniques et cliniques pour l'introduction de nouveaux médicaments. Très bien, merci beaucoup. On arrive au terme de ce Science on tourne. Si le sujet vous intéresse, 2-3 livres encore. Systems, Biology and Drug Discovery and Development, qui reprend un petit peu tous les processus de développement en fait, d'un médicament, depuis la recherche de la molécule jusqu'à sa mise sur le marché. Modern Methods of Drug Discovery, et là on parle du in silico, justement, comment est-ce qu'on développe ces médicaments par informatique. Et puis les opportunités de carrière dans le domaine des médicaments, si jamais vous avez envie de vous lancer. Voilà, c'est la bibliothèque de l'EPFL qui nous a prêté ces livres, et Drug Discovery, l'histoire. C'est l'histoire du développement des médicaments pratiquement jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup encore à tous les trois, et puis on se donne rendez-vous dans un mois à peu près pour un prochain Science on tourne. Merci.